Bonjour, bienvenue à vos 10 minutes juridiques avec le cabinet d'avocats Landau Associés par VK. Dans quelques minutes, on va parler d'élections cette saison, mais tout de suite, les brèves avec un décret sur les CAP dans la fonction publique hospitalière et une grosse actualité numérique avec deux décisions qui se regardent en miroir. D'un côté, j'ai le Conseil d'État qui dit à l'administration « Ah non, toi administration, quand tu organises une procédure purement numérique, eh bien tu dois prévoir, s'il s'agit d'un cas complexe ou de public sensible, d'importantes garanties et surtout d'une alternative non numérique. » Très bien. Sauf que c'est très drôle, c'est que la CEDH de son côté dit à la Cour de cassation française, mais elle aurait pu dire la même chose à nos juridictions administratives, Ah, attention, quand tu prévois des procédures purement électroniques en contentieux, eh bien, il faut que tu prévois des garanties et des alternatives dans certains cas. C'est amusant. Et puis, un arrêt du Conseil d'État sur les appareils de réseau 5G, est-ce qu'un opérateur peut attaquer l'autorisation d'un autre opérateur dans le cadre de la procédure spéciale qui a été faite pour des raisons de sécurité nationale? La réponse est non. Numérique toujours, mais en matière de marché, avec la CNIL qui fait un document de 12 pages bien fait, contesté sur 2-3 sujets, sur la responsabilité des acteurs en commande publique. Donc RGPD, stockage de données dans des clouds en dehors de l'Union européenne, autres sujets très délicats, nous en parlerons bientôt. Revenons à l'actualité avec les élections. Voici les références de cette fameuse décision, ordonnance du Conseil d'État, sur le fait que le NUPES doit bien être une nuance politique à part. Et puis, décision du juge judiciaire sur l'appartenance du Parti socialiste à cette fameuse NUPES et quelles conséquences en tirer. Revenons au numérique. Sur les courriels. Est-ce que je peux démissionner par courriel ? Oui, mais si j'envoie un courriel à tout le conseil municipal, sauf au maire, ça ne vaut pas démission, bien sûr. Est-ce qu'un courriel entre un maire et des élus est un document administratif communicable? Eh ben, ça dépend des cas. Mode d'emploi, ici. Droit souple toujours. Est-ce qu'un communiqué de presse est un acte attaquable? A priori non. Mais, si cette annonce a pour objet d'influer de manière significative les comportements de différentes personnes autres que ceux qui ont préparé le document, eh ben, dans ces cas-là, oui, ça devient un acte de droit souple, à ce titre attaquable, Conseil d'État, 25 mai 2022, vous retrouvez le mode d'emploi du fameux Régis. La Cour de cassation de son côté nous dit la dissimulation de déchets dangereux reporte le point de départ de la prescription pénale. Ça va de soi, mais ça va mieux en le disant. Rappelons qu'évidemment, pour un grand nombre de cas, les procédures en matière de déchets, de dépôts sauvages, cachés et autres, les procédures administratives sont aujourd'hui parfois plus efficaces et au moins aussi sanctionnatrices. Plus amusant, plus léger. Lancement du premier concours d'arrêtés municipaux insolites. Donc ça va être un festival d'arrêtés rigolo sur la circulation du Père Noël, l'obligation qu'il fasse beau le lundi ou le dimanche, l'obligation de passer, interdiction de moustiques de passer, etc. Et le jury sera présidé par l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Voici toutes les informations. Et puis les mini-brèves, que voici. Et que voilà. Passons maintenant à notre grand dossier, élections. Comment améliorer la participation? Alors, il y a eu des tonnes de rapports, projets, propositions de loi, études, analyses, monographies sur ce sujet. Avec des assouplissements déjà faits pour le vote par procuration et qu'il est question d'étendre, avec possibilité notamment probablement à l'avenir de voter dans la commune du mandataire et non pas du mandant, peut-être plus de mandats. Vote par correspondance qui existe pour Français de l'étranger dans certains cas, pour les personnes en détention, mais qu'il est parfois question d'étendre, sachant que dans le système américain, le vote par correspondance ou par Internet est fait également pour pallier certaines insuffisances dans l'accès au bureau de vote en raison des manœuvres politiques qu'il y a dans certains endroits. Et c'est un système dont nous en France, nous ne voyons que les inconvénients. Mais dans la culture américaine, que je connais personnellement, familialement bien, on n'en voit pas que les aspects négatifs que nous voyons à la télé en France. Attention. Pour le vote aux urnes, est-ce qu'on fait, comme dans certains pays, un vote obligatoire, un vote à l'une par participation ou autre, vote sur tout le territoire? Bon, la plupart du temps, les idées émises sont, est-ce qu'on monte à 3 ou 4 procurations par mandataire? Est-ce qu'on autorise au mandataire de voter dans sa propre commune de résidence? Est-ce qu'on va permettre le vote par correspondance en dehors des quelques cas où il est aujourd'hui autorisé? Et avec des urnes dédiées, une arrivée en mairie avant telle date, voire d'autres modalités de dépôt. Est-ce que je fais un vote possible par Internet sous le contrôle d'une commission indépendante? Est-ce que j'étale le vote sur 2 ou 3 jours avec un contrôle, bien évidemment, des urnes, en dehors des heures d'ouverture du bureau? Est-ce que je fais un vote obligatoire? Alors, sachant que le vote obligatoire dépend énormément de ses modalités. Ampleur du contrôle, ampleur des sanctions, bien sûr.
au-delà des problèmes évidemment citoyens, juridiques, théoriques que cela pose. Est-ce que je permets à tout le monde de voter dans la commune de son choix sans avoir à faire de procuration ou autre, juste avec indication préalable de l'endroit où on ira voter? Est-ce que je prévois le déplacement d'urnes pendant quelques heures avec quelques membres du bureau de vote dans des EHPAD ou des hôpitaux par exemple? Bon, etc. Sur tout ceci, j'ai voulu poser quelques questions à des personnes qui ont de manière approfondie réfléchi au sujet. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, maître. Bonjour. Madame, commençons par vous. Que retenir de l'expérience états-unienne? In some states in the United States, they limited the number of polling places, so it was very difficult for people who lived in remote areas to get to a polling station, and they needed a way of voting that was inexpensive and simple to use. So they needed a post ballot or an electronic ballot. I think there was a lot of misunderstanding in America because there are so many different rules and regulations in the different states. There should be regularity across the entire population. When I vote electronically, I have a code that is unique, and I use that code to file my ballot, and I'm the only person who knows that code. I create that code, and then when I file my ballot, I use the code that I have created personally for the ballot. I think that if you have an efficient and well-run postal service, postal ballots can be a good idea for people who are not technologically knowledgeable. Didier, passons à vous. Poursuite de l'augmentation du nombre de procurations par mandataire, possibilité de vote du mandataire hors de la commune de résidence du mandant. Que pensez-vous des nouvelles souplesses envisagées en ce domaine? En ce qui concerne le vote par procuration, on peut toujours faire mieux, on peut toujours assouplir, on peut peut-être autoriser une procuration de plus par personne, mais il y a quand même des limites. Il faut voter dans le bureau de vote de la personne dont on détient la procuration, et ça implique d'être pas trop loin, en tout cas de ce bureau. Abordons maintenant avec vous toujours le sujet le plus controversé. Vote par correspondance, vote par Internet. En ce qui concerne le vote par correspondance, nous avons eu de mauvaises expériences dans le passé et il a été supprimé pour éviter un certain nombre de fraudes, notamment le fait que parfois les bulletins n'arrivaient pas à temps. Alors on peut peut-être le réintroduire avec un certain nombre de précautions, mais c'est une procédure extrêmement lourde. En ce qui concerne le vote par Internet, l'expérience montre aussi bien en France qu'à l'étranger que ce n'est pas la panacée. Techniquement, on peut peut-être y arriver, mais comment installer un isoloir chez soi? Comment faire en sorte que si l'on vote par Internet de son domicile, personne ne soit derrière vous pour vous commander le vote? Le vote est libre, il est secret, et ceci, ce sont des exigences constitutionnelles. Oui, mais sur tout ça, tout le monde n'est pas d'accord. Monsieur Boutet, j'ai voulu vous demander votre avis parce qu'en tant que président d'une association d'anciens maires, vous militez, vous, pour qu'il y ait une expérimentation du vote par Internet dans votre département? Oui, notre association départementale des anciens maires et adjoints élus, nous avons mis en priorité, parce qu'on veut préserver la démocratie, sur l'absentéisme, que les gens ne vont pas voter, voilà. Et un des points forts, c'est de travailler avec les élus, députés, sénateurs. Oui, et selon quelle modalité, quelle expérimentation? Alors, c'est vrai que nous, on souhaite qu'il y ait le vote électronique, mais pourquoi? C'est pas que de nous, c'est quand on interroge les citoyens, quand on interroge surtout les jeunes, qui font des études éloignées de leur lieu, où les parents habitent, eh bien, le retour qu'on peut avoir, c'est de dire, eh bien, il faudrait qu'il existe le vote électronique, comme il existe dans d'autres pays, entre autres en Amérique. Là, je laisse soin, si vous voulez,
je ne connais pas suffisamment comment ça se passe devant les autres pays, dans les autres pays, mais je crois qu'il faut absolument, bien sûr, qu'il y ait une maîtrise qui soit faite. Et j'ai même proposé que le département de la Vienne soit un département pilote, hein, pour pouvoir mettre en chose des places et puis, s'il y a des erreurs, mais pouvoir les rectifier. Didier, revenons à vous. Que pensez-vous d'un vote étalé sur 2 voire 3 jours? Il est sans doute possible de prévoir le vote sur 2 jours avec une sécurisation de l'urne pendant la nuit, par exemple une garde ou une permanence des membres du bureau de vote. Mais est-ce que cela serait suffisant pour accroître la participation? Il faudrait essayer. Personne ne peut dire à l'avance ce que cela donnera. Et le vote obligatoire? Alors, je suis résolument hostile au vote obligatoire pour 2 raisons. L'une, le vote c'est une liberté, et une liberté il ne faut pas la contraindre, il ne faut pas la rendre obligatoire. Et la deuxième raison, c'est que s'il y a un vote obligatoire, il faut sanctionner la non-participation au scrutin. Et comment faire? Une amende de 10 euros, 20 euros, comment les recouvrer? Comment sanctionner quelqu'un qui n'a pas envie d'aller voter? Cela me paraît tellement contraire à la liberté que ça me paraît sans intérêt. Et quid des autres facilitations du vote? Vote possible partout, déplacement de l'urne pendant quelques heures dans un EHPAD ou un hôpital, etc. Les jours de vote aussi. Je crois qu'il faut garder le caractère symbolique du vote et du bureau de vote. Rappelons-nous que les anciens se découvraient devant l'urne par vénération et respect du suffrage universel. Alors sans doute on peut améliorer la situation, par exemple dans les EHPAD, mais si l'on veut déplacer une urne, il faut déplacer le bureau de vote avec l'urne, car il faut aussi sécuriser tout ce qui serait fait à cette occasion. Est-ce que l'on peut modifier les jours du vote? En Angleterre, le vote a lieu le jeudi. L'expérience montre que c'est plutôt bien, mais ce n'est pas dans les habitudes françaises. Il y a cette habitude que c'est le dimanche, c'est le jour sacré, et on est passé du dimanche religieux au dimanche républicain. Est-ce qu'il faut vraiment remettre cela en cause? Ça ne me paraît pas fondamental. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques, parlons de associés pour VK. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.